Salut, c'est les Jérôme. On continue de répondre aux questions que vous nous avez posées avec cette deuxième série sur le thème du terrain, du jardin, de la nature et des animaux. Quelle est la superficie de votre terrain? Cela a beaucoup changé au fil de l'histoire. On a retrouvé pas mal de traces d'acquisition de prés ou autres terrains dans les vieux actes lors de nos recherches sur le passé du lieu. Aujourd'hui, le domaine fait 5 hectares. La propriété en faisait 7, mais le propriétaire précédent a gardé 2 hectares qu'il a dissociés de la vente. De quoi est constitué le terrain? Comme on le voit sur les anciennes cartes postales, à l'origine, tout le terrain semblait être un parc délimité par une haie. Aujourd'hui, le terrain est constitué en grande partie de forêts. Le terrain est en forme de V, coupé en deux par la route. Et en fait, on comprend mieux cette forme car l'objectif premier de l'acquisition des parcelles, c'était de pouvoir acheminer l'eau via des canaux jusqu'à l'usine. Il y a donc aussi une partie du terrain qui sont les canaux et installations hydrauliques, dont le grand étang qui occupe un certain espace. On a ensuite le verger avec à côté la mégaforbier, puis le jardin et potager qui contient aussi un verger, et les abords de la maison et annexes qui sont des zones entretenues, de travail, de stockage, etc. Au niveau des caractéristiques des zones, on a la chance d'avoir une bonne variété de zones successives, depuis l'étang vers la prairie, avec des zones humides, une aulnaie marécageuse, une mégaforbier, etc. Comment gérez-vous les espaces boisés de votre terrain? Comme on l'a expliqué dans notre vidéo sur le bois de chauffage, on n'intervient pas beaucoup puisqu'on se suffit avec les chablis tombés naturellement. On a une bonne régénération et cela demande donc peu de travail. Par contre, il se peut qu'on fasse un jour, ici et là, des tailles d'éclaircissement pour laisser plus de place à certains arbres qu'on souhaite favoriser. Aussi, la zone la plus au sud deviendrait à terme un autre verger et il faudrait là aussi éclaircir progressivement. Jérôme a une formation de forestier, ce qui est bien pour démarrer les pistes de réflexion. Après, on a fait notre zonage et en ce qui concerne la forêt, la plupart est en zone 5, on laisse les choses se faire. Allez-vous changer la nature de votre domaine, aménager des étangs, régénérer la forêt? De la forêt, on en a assez, et il faut bien se rendre compte qu'on est logé en plein dedans. Si on abandonne nos milieux ouverts qu'on a pour le moment, on risque de manquer de lumière pour les cultures, déjà qu'on est assez limité avec le relief et du fait qu'on est en fond de vallée. Pour ce qui est de la création d'étangs, ce n'est pas notre souhait, on se trouve de toute façon dans une zone à création de plans d'eau stricts et il faut des autorisations. Par contre, on voudrait entretenir et maintenir en état l'étang existant. Pour les mares, c'est différent, là on peut le faire sans autorisation et c'est bien quelque chose que l'on compte faire. Cela nous manque au jardin, on a déjà réfléchi à tout ça et à créer tout un circuit d'eau au travers du terrain, mais cela dépend de la remise en état de l'étang principal et aussi, vu notre sol sableux qui ne retient pas l'eau, on doit d'abord réfléchir aux différentes solutions plutôt que de faire venir de l'argile ou des bâches. Bref, c'est prévu. Ne craignez-vous pas que les inondations passées se reproduisent? Avez-vous pris des mesures spécifiques contre cela? Craindre, pas nécessairement, et c'est certain que cela se reproduira. En fond de vallée, tout ce qui est plat aux abords de la rivière est inondable. C'est normal, c'est cela qui a creusé la vallée depuis des millions d'années. Prévenir cela n'est pas possible, si cela arrive, il faudra faire avec. Par contre, là où on peut agir, c'est de bien gérer les vannes, les conduits et canaux, car en situation limite juste en dessous des inondations, ce qui arrive plus fréquemment, cela peut avoir un impact de retenir l'eau ou si quelque chose est bouché. Et cet hiver, c'était justement le cas où cela a été à ses limites et on n'a pas eu de problème. Enfin, la vanne de l'étang a lâché et l'eau s'est engouffrée dans les canaux et les trous là-dessous. On en reparlera certainement plus tard. Aussi, les andins qu'on a constitués au fond du terrain, avec les branches des épicéas abattues, vont aider à limiter les dégâts en cas d'inondation. Ils n'empêcheront pas l'eau de monter, mais ils permettraient de ralentir le flux, et on peut espérer moins de sol lessivé par la crue, et donc moins d'érosion. Au niveau du bâtiment, rien à craindre, cela a été pris en compte par les anciens lors de la construction, et le niveau de l'eau ne peut pas atteindre le rez-de-chaussée. Quels sont vos intrants au potager? Tout vient-il de votre terrain? Pour nos cultures, nos intrants, ce sont notre foin, nos différents composts, notre urine et éventuellement quelques purins. Donc, tout provient de notre terrain, on n'importe pas de matière organique ou fumier. Il y a tout de même quelques petits apports extérieurs car on achète du terreau pour nos semis. On a fait quelques tests avec de la terre et autres composts et comparé les résultats des repiquages dans différents substrats,
Mais rien à faire, le terreau du commerce reste tout de même plus efficace pour nos semis. Autre chose, il ne faut pas négliger non plus que l'alimentation des poules et la nôtre vient aussi en partie de l'extérieur, donc les composts issus des fumiers et toilettes sèches sont un peu à voir comme de petits intrants. On exagère, mais c'est pour être précis et essayer de voir le système dans son ensemble. Quels sont les adventices que vous détestez? Pour l'instant, on trouve le liseron assez envahissant et difficile à gérer. Il passe à travers n'importe quelle épaisseur de paillis, et en plus tirer dessus, et c'est l'assurance d'abîmer plus qu'autre chose les légumes qu'on essaie de dégager. Alors, on ne la déteste pas non plus, la fleur est même assez jolie, et comme on en a discuté avec quelqu'un récemment, en fait cette plante volubile est à admirer vu sa capacité à se répandre et utiliser les autres plantes comme support. Aujourd'hui, c'est le liseron qui nous embête, mais on voit déjà l'évolution au fil du temps, car il y a quelques années, c'était en majorité la renoncule rampante qui aimait prendre d'assaut le potager. Et vos plantes préférées? Question difficile, car on en aime beaucoup. Alors on va dire, dans les plantes sauvages, moi j'aime beaucoup le gaillet croisette et la violette. Et Jérôme, lui, c'est le cèdre qu'il trouve majestueux en croissance libre. Qu'est-ce qui fonctionne bien? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Eh bien, ça dépend. Bah oui, une année n'est pas l'autre et cela ne donne pas toujours les mêmes résultats. Avec la diversité des cultures, c'est ça qui est bien. Une année, une chose ne va pas, tandis qu'une autre explose de productivité. Sinon, ce qui fonctionne toujours bien par chez nous, ce sont les fèves, les pois, les poireaux, les courges et courgettes. Et puis, à l'inverse, les choux brocolis, choux-fleurs, choux de Chine, on n'y parvient pas encore, ça ne donne jamais rien. Ça monte tout de suite ou ça se fait dézinguer par les ravageurs. Bon, on ne parle pas de melons, aubergines, artichauts, etc., qui ne sont pas faciles car nous sommes au nord et donc trop dépendants de la météo et non de notre façon de jardiner. Y aura-t-il un jour une mare au potager? Oui, comme dit dans la question sur le terrain, c'est prévu, mais dépend de bien d'autres facteurs que la simple volonté. Envisagez-vous un système d'irrigation de vos cultures? Oui et non, on n'a pas envie d'installer trop définitivement un système spécifique ou complexe. Notre idée est qu'avec le circuit d'eau des mares qu'on a prévu, cela suffirait ou rapprocherait le point d'approvisionnement. On a déjà pensé à mettre une ligne d'eau et à vrai dire on a même préparé quelques matériaux, mais rien de concret. Vu les sécheresses de plus en plus fréquentes, c'est en effet un point à ne pas négliger, enfin pas cette année en tout cas. Les zoyas, vu la taille du terrain, ça ne nous paraît pas réaliste. On a 2 points d'eau de récupération, un à côté de la serre et l'autre où l'on pompe l'eau de la rivière. On s'est un peu facilité la tâche l'année dernière avec une pompe et un arroseur à jet, ce qui nous permet d'éviter de devoir faire la corvée entièrement à l'arrosoir. On transporte tout de même beaucoup d'arrosoirs, notamment pour les tomates, la serre et puis les engrais avec le jus de verre ou urine. Et on nous fait souvent la remarque qu'on porte trop souvent des arrosoirs. Je ne comprends pas pourquoi, car au contraire, on aime bien aller vers la rivière pour aller chercher l'eau de la douche ou de la lessive. C'est l'occasion de voir la nature se développer et d'observer cette partie du jardin. Avec un peu de chance, on verra un martin-pêcheur passer ou d'autres oiseaux, parfois même un chevreuil. C'est donc une bonne occasion, pourquoi ne plus vouloir cela? Comptez-vous utiliser de la domotique au jardin? Est-ce que cela vous intéresse? Oui, cela nous intéresse, ça pourrait être sympa de pouvoir avoir des capteurs de température et d'humidité dans la serre par exemple, ou d'autres systèmes. Mais ce serait plus un gadget qu'autre chose. On pourrait le faire soi-même avec des Arduino ou autres, peut-être, mais il nous faut du temps. Et en fait, on a déjà cela en quelque sorte puisqu'on a notre station météo depuis le début avec laquelle on fait nos relevés et bilans mensuels. Ceci dit, même si moi j'aime beaucoup ce domaine, on préférera toujours mettre en place une solution low-tech si possible, car autrement cela introduit une dépendance technologique et donc un coût environnemental et des pannes potentielles. Donc, il ne faudrait pas dépendre d'un automate pour une fonction trop critique. Quelle superficie fait votre serre? Quel est son type? C'est une serre en verre, structure en aluminium peint sur une embase en béton. Et elle fait 12 mètres carrés. Alors on le savait, tout possesseur de serre le dit, une serre c'est toujours trop petit. Et en effet, on doit vraiment rationner l'espace, et cela ne nous semble pas suffisant au point qu'on envisage en installer une autre. Surtout que dans notre climat, il n'y a pas photo, tout ce qui pousse en serre va super bien comparé à l'extérieur. Et en prime, on a moins de problèmes de ravageurs dans la serre, on pourrait presque tout faire pousser en serre. Bon, une serre vient aussi avec quelques contraintes, comme le coût,
l'entretien, les arrosages et la fertilisation. Il faut trouver un juste milieu. L'orangerie sera-t-elle à nouveau utilisée comme serre à l'avenir ? Effectivement, c'était une serre à la base, avec un sol en terre battue, ce qui explique les gouttes d'évacuation d'eau sur les pierres de soubassement, mais cela a été converti dans les années 60, et notre idée pour cet endroit est un espace multifonction. Et c'est d'ailleurs la première pièce qu'on a rénovée avant de se rendre compte de l'état du bâtiment. Pour l'instant, c'est notre atelier et espace de stockage qu'on est bien content d'avoir, au sec et proche des travaux. Comment faites-vous pour gérer les campagnols ? On en a toujours un paquet, effectivement. On a essayé les purins de sureau, on a mis quelques pièges, mais tout cela ne semble pas bien efficace. Ou en tout cas, vu leur nombre, ça n'a pas d'impact réel. On sait que le ricin et le tourteau de ricin seraient assez efficaces, mais ce serait un intrant dont on serait dépendant, puis encore une fois, vu la superficie du potager, ce serait assez fou. Et le ricin ne se satisferait pas de notre climat pour bien pousser. On a pourtant tous les prédateurs naturels dans le coin, renards, rapaces diurnes et nocturnes, on a même mis un mât à rapaces, mais rien n'y fait. Et en même temps, c'est normal, vu l'environnement où tout est disponible en quantité partout, pourquoi viendrait-il plus spécifiquement dans notre jardin, proche de l'homme ? Ceci dit, depuis, on a un chat, et on n'en revient pas du nombre de campagnols qu'il attrape. Est-ce parce qu'il y en a vraiment beaucoup, ou qu'il est très efficace ? Toujours est-il que c'est bien plus efficace que toute autre technique. Et en prime, il les mange, rien n'est gaspillé. Pour les arbres fruitiers qu'on plante à racines nues, maintenant on les met dans des paniers qu'on fabrique avec du grillage. On a eu trop de pertes avec ceux plantés sans aucune protection. Qu'en est-il des clôtures du potager et de votre terrain ? À l'origine, tout le terrain était bordé d'une haie de charme. Il en reste d'ailleurs encore pas mal, et le long de notre terrain en forêt, les restants de la haie sont devenus des arbres, faute d'être taillés. Puis, toujours dans les années 60, on pense, les clôtures de la propriété ont été refaites avec grillage et fil barbelé. C'est toujours là, mais ça tombe complètement en ruine et ne remplit plus sa fonction. C'est même un peu dangereux par endroits. Clôturer tout le terrain, on y a déjà pensé, en partie avec des haies et peut-être aussi en partie en grillage, car en fait, ces clôtures seraient plus destinées à bloquer les personnes que les animaux. On a quand même pas mal d'intrusions sur le terrain, dans l'absolu ça ne fait rien de mal, mais parfois c'est pour détruire ce qu'on fait, on retrouve des déchets, et on a même été victime de vols. Alors du coup, non, on n'a pas trop envie que des gens puissent rentrer sur notre propriété. Une clôture peut aussi être vue comme une rupture de couloir écologique qui permet la circulation des animaux entre les zones, mais chez nous c'est moins problématique car on est encerclé par la forêt. Les animaux sauvages peuvent tout à fait aller d'un côté à l'autre sans devoir quitter la forêt. C'est vrai que du coup, la clôture du terrain, en tout cas le côté avec la maison, nous permettrait de ne plus avoir de chevreuils qui visitent le potager, enfin pour peu qu'on ne les enferme pas dans le périmètre. Par contre, vu le coût que cela représenterait, ça nous paraît peu réaliste. Quant à clôturer simplement le potager, on n'aime pas beaucoup cette solution, moins onéreuse, mais qui pour nous rendrait le jardin et le potager moins agréables. Pour l'instant, la solution de poser des grillages sur les légumes à protéger semble suffire, on verra sur le long terme. N'avez-vous pas peur des maladies ou parasites ? On a souvent cette remarque car d'une part on composte nos déjections qu'on récupère dans nos toilettes sèches, mais aussi par rapport à d'autres sources de contamination. Souvent, on trouve qu'il y a une mauvaise compréhension de tout cela ou que les pistes sont brouillées par des idées reçues. Notre société hyper hygiéniste a tendance à tout vouloir désinfecter et stériliser, ce qui est pire en fait. Oui, le caca, d'animaux ou humains, n'est pas bon à manger et contient des pathogènes ou parasites. Non, consommer des aliments qui poussent sur un sol où des amendements ont été faits depuis ces matières ne pose pas de problème pour peu qu'on prenne quelques précautions. Comme on l'a dit récemment, si le compost de toilette sèche est bien réalisé et a mûri assez longtemps, il n'y a pas de problème à craindre. Surtout si en prime on utilise ce compost copié de plantation dont les parties consommées n'entrent pas en contact avec le sol, comme les arbres fruitiers. On n'a pas connaissance de soucis particuliers à prendre avec le fumier issu du poulailler. L'urine, elle, qu'elle soit humaine ou d'animaux, est stérile si on est en bonne santé. Et il n'y a pas de problème sanitaire avec son utilisation. Concernant l'échinococose, redoutée par tant mais si mal comprise, on nous parle souvent du pipi de renard, alors que non, ce sont les excréments qui sont l'agent contaminant, pas l'urine de l'animal.
Oui, le renard est un vecteur de cette maladie, mais comme le sont tous les canidés, et y compris les chiens. Les œufs des parasites se trouvent dans la salive et excréments de ces animaux s'ils sont infectés. Du coup, selon une étude dont vous trouverez le lien en description, être propriétaire d'un chien qui mange des petits rongeurs augmente 7 fois plus le risque d'échinococose que le fait de cultiver des légumes ou de manger des baies non lavées. Et il y a même 3 fois plus de risque du fait d'avoir un chien qui peut rôder sans surveillance. Cultiver des légumes ou manger des baies non lavées n'apparaissent que tout en bas de l'échelle, même si le facteur de risque est tout de même significatif. Donc, on agit face à cela avec un certain discernement. Mais ne nous faites pas dire ce qu'on n'a pas dit, n'oublions pas une autre règle importante, se laver les mains et les fruits et légumes, surtout ceux consommés crus. Ce n'est pas parce qu'on n'utilise aucun produit de synthèse qu'il faut négliger cette étape. Le sol aussi contient toute une série d'agents pathogènes pour l'homme, et c'est la base de nettoyer les récoltes pour éviter les contaminations. Après, libre à chacun d'évaluer la prise de risque à prendre, on n'oblige personne à faire comme nous ou à manger nos légumes. On peut se tromper, comme tout le monde, et commettre des erreurs, mais en général on essaie de se renseigner sur ces sujets. On a aussi suivi une petite formation pour la gestion des toilettes sèches. Sur ce sujet de maladies et parasites, le vrai point d'attention pour nous sont les morsures de tiques, car il y en a beaucoup et il faut être vigilant. On a toujours sur nous une carte spéciale qui permet de les retirer très simplement. Oui, mais pour les toilettes sèches, il y a les résidus de médicaments, antibiotiques et hormones. C'est exact. Durant la formation qu'on a suivie, cela a été abordé. Tout d'abord, il ne faut pas oublier que dans les urines, une fois passées par notre organisme, ces molécules ont été métabolisées, leur principe actif n'a plus les mêmes propriétés. Dans les selles, c'est différent, il peut rester des traces de médicaments. Mais on parle bien de traces, et il faut aussi voir le rapport d'échelle. Dans une ville où l'on collecte les déjections de plusieurs milliers de personnes, la concentration en ces résidus médicamenteux peut être significative et être un enjeu de taille. Mais dans notre cas, on ne parle que de quelques personnes et la prise de médicaments n'est faite qu'à de rares occasions. Il y a des études qui tentent à prouver qu'un compost est en capacité de dégrader ces molécules. Et ces études se basent sur une durée de compostage relativement courte qui plus est. Attention qu'on parle bien de molécules organiques qui peuvent être dégradées en composés plus petits, constitués de substances non problématiques. Si on met des polluants à base de plomb ou autres métaux lourds, cela ne pourra pas être dégradé, il s'agit là d'atomes. Selon nous, le vrai problème des antibiotiques est leur usage systématique, en particulier dans l'élevage intensif, ce qui favorise l'apparition de bactéries multirésistantes, peut être un jour source de grands problèmes pour l'homme. À notre connaissance, ce n'est pas l'antibiotique en soi qui pose le problème, mais son utilisation abusive. Et pour nous, cela indépendamment de comment on traite nos déjections. On n'est pas sûr que tout envoyer dans les égouts et les stations d'épuration débordées résoudra le problème. Pour encore relativiser ce point, nous on ne prend quasi jamais de médicaments, encore moins d'antibiotiques, et encore moins la pilule contraceptive. Mais c'est vrai que cela peut arriver à nos visiteurs. Quand bien même, au vu de cela et les quantités minimes à notre échelle, le tout dilué dans le jardin, on voit ça comme très peu préoccupant. Bref, le sujet est complexe, à prendre avec précaution, mais aussi avec une dose de bon sens et quelques recherches. Vendez-vous vos suppléments? On a finalement assez peu d'excédents de production, à part en saison où l'on a plein de courgettes, laitues ou œufs. On fait aussi un peu trop de confiture par rapport à ce qu'il nous en faudrait. Du coup, on aime pouvoir en faire profiter notre entourage, à qui on en donne. Il nous arrive aussi d'en vendre un peu à nos connaissances qui ne sont pas toujours d'accord de tout recevoir gratuitement. On aime le principe de participation consciente, c'est-à-dire le paiement d'un montant qui semble juste et en fonction de ses moyens. Il n'y a pas de prix indiqué. Quel type de formation avez-vous suivi? Nous avons tous les deux suivi une formation à la SRAB, ou Société Royale d'Apiculture de Bruxelles et ses environs, aussi appelée Bruxelles-Mabey. Une formation complète d'une quarantaine de demi-journées réparties sur 2 ans. Des cours théoriques en hiver et la pratique en saison. Et on trouve que cela était d'un très bon niveau. En plus de tout ce qui touche à l'apiculture quotidienne, on a eu des cours de biologie, de médecine, de droit, de physique des sucres, etc. etc. C'est pourquoi nous on recommande de passer par ce genre de formation avant de se lancer, car il y a beaucoup de choses à savoir. Vendez-vous votre miel? Vivez-vous uniquement de l'apiculture? Non, pour vivre de l'apiculture, il nous faudrait bien d'autres ruches et ruchers.
Pour une seule personne, lors de la formation, il y a déjà un certain temps, on disait qu'il faut environ 200 ruches pour pouvoir en vivre comme activité principale. À deux et avec les aléas climatiques et notre projet en parallèle, ça ne serait même pas imaginable. Il faut voir ça comme un hobby, nous sommes vraiment de petits producteurs, donc avant tout c'est pour notre consommation, puis pour les excédents on en donne et vend un peu dans notre entourage. Quelle race d'abeilles élevez-vous? On n'a pas fait d'introduction de reines de race spécifique. On a reçu notre première colonie il y a déjà presque 10 ans, et depuis on n'a fait que des divisions de cette colonie et descendantes. Avec les différents croisements qui se sont opérés depuis, on a vraisemblablement affaire à une abeille de souche abeille noire, mais il doit encore rester quelques hybridations lointaines de type Buckfast ou Ligustica. C'est certain que de passer tout notre cheptel en abeille noire, ce serait mieux point de vue préservation de la race endémique, mais cela veut dire remplacer toutes nos reines avec les potentiels problèmes d'acceptation lors d'introduction. Et vu qu'il y a des colonies sauvages et d'autres apiculteurs dans le coin, pour être certain que cela ne s'hybride pas, il faudrait continuellement remplacer les reines, faire de l'élevage, voire de l'insémination, ou chaque fois en racheter, ce qui représente un coût ou du temps. Quel type de miel obtenez-vous? On n'a pas fait faire d'analyse, mais par ici, au printemps, on a une bonne prédominance du pissenlit, prunelier et érable. Si le printemps est clément, on aura aussi du robinier faux acacia. C'est donc un miel toute fleur, car nous ne faisons pas de transhumance, ni de récolte après une floraison spécifique. De toute façon, dans notre environnement, les floraisons sont trop diversifiées pour obtenir un miel monofloral. Sauf saison pourrie, on fera 2 récoltes, une de printemps et une d'été. Le miel de printemps a une tendance à la cristallisation plus rapide que celui d'été, mais en cristaux plus fins. C'est pour cela qu'on a recours à la cristallisation contrôlée pour une partie de notre récolte. Pour les traitements, vous faites comment? On ne traite que pour la varroise, qui est la seule pathologie que l'on rencontre dans nos colonies. Au-delà de la lutte technique, telle que la rupture de ponte ou le quadramale, on fait effectivement des traitements. En été, juste après la récolte, on fait un traitement au thymol. C'est une huile essentielle extraite du thym, le thym à thymol principalement, car il existe plusieurs chémotypes. On fait un traitement de 3 semaines avec des supports microporeux imbibés d'une solution de thymol dosée en fonction du type de colonie. En hiver, on devrait aussi faire un traitement à l'acide oxalique, qu'on trouve dans beaucoup de plantes, notamment la rhubarbe, mais depuis quelques années, on a arrêté de faire ce traitement. En effet, il faut attendre décembre et les premières gelées pour être certain que la colonie se soit rassemblée en grappe et qu'il n'y ait plus de couvain où le varroa pourrait se loger et se reproduire. Pour alors ouvrir la ruche et les asperger d'un liquide sucré et acide, tout juste supportable pour elles, mais mortel pour les varroas phorétiques qui sucent les molymphes des abeilles. Ce traitement est certes efficace, mais on n'est pas certain que le gain en vaut la peine, car c'est stresser et refroidir une colonie alors occupée à hiverner. C'est pourquoi on préfère miser sur le traitement au thymol, conjugué aux autres techniques de lutte. Par contre, en cas de récupération d'un essaim, en saison, là on ne perd pas l'occasion de traiter à l'acide oxalique, car un essaim a tous ses varroas sur les abeilles puisqu'il n'y a pas de couvain. Pas d'autres problèmes sanitaires, donc aucun autre traitement. On espère que cela durera, et une bonne hygiène est certainement une des clés pour cela. On désinfecte toujours bien nos lève-cadres entre 2 visites de colonie, et les planchers sont nettoyés en début de printemps. Avez-vous déjà essayé d'autres modèles de ruches? Quel est votre avis sur ceci? Non, on s'est lancé durant notre formation, et on a pris des ruches identiques au rucher école, des dadans 10 cadres, double paroi avec cadre témoin. Aujourd'hui, il serait difficile, même si pas impossible, de changer, car on est habitué et on a aussi investi dans l'achat de ce matériel. Après, pourquoi pas combiner les deux, mais ce n'est pas si simple quand on a des cadres et équipements différents. On a déjà une ruche qu'on a récupérée et qui est simple paroi, dont les hausses ne sont pas identiques et n'a pas le même nombre de cadres. Et c'est peu pratique quand on transvase ou fait de l'écrémage. N'ayant fait qu'observer des ruches de type Waré ou Kenyan, sans pour autant travailler avec, on n'a pas de retour à faire. Les dadans sont parfois mal vus car considérés comme de l'hyper-intensif. C'est vrai, encore que, n'est-ce pas plutôt la philosophie de l'apiculteur qui compte avant le matériel? On veut produire du miel, mais on veut aussi respecter les abeilles et le vivant. Les deux ne sont pas incompatibles. Et la flow hive ou la ruche à robinet? Comme dit précédemment, on ne peut pas donner un avis objectif sans avoir pu tester. Mais ce type de ruche a fait pas mal de bruit dans le monde apicole,
surtout vu les grandes campagnes de communication très modernes et léchées qui ont entouré sa sortie et son financement. Cela semble être quelque chose de très commercial et qui pour nous ne tient pas compte de beaucoup de paramètres. Par exemple, tous les miels n'ont pas la même viscosité et cristallisent plus ou moins vite. En cas de miel de colza, s'il n'est pas récolté rapidement, il cristallisera dans les rayons, et là, bonjour pour extraire quoi que ce soit. Ce genre de projet promet aussi des miracles, laissant penser que c'est accessible pour tout le monde, sans y connaître grand-chose, et qu'en ne faisant rien, il suffit d'attendre que la ruche se remplisse et ouvrir le robinet de temps à autre pour récupérer du miel. Quand l'essaim est dans le pommier du voisin, il est où le robinet à ouvrir pour faire revenir toutes les abeilles? De la tanaisie dans l'enfumoir, n'est-ce pas un problème? Encore une fois, attention aux idées reçues, aux abus de langage. La tanaisie n'est pas un insecticide, mais un insectifuge. Nuance, car repousser quelque chose n'est pas le tuer. Si c'était effectivement un insecticide, les pucerons ne la mettraient pas à leur menu. Et les fourmis qui sont aussi des hyménoptères, comme les abeilles, ne viendraient pas récolter le miella des pucerons. La principale substance active dans la tanaisie, c'est la thuyone. On nous a aussi déjà fait des mises en garde sur les effets de la thuyone sur les abeilles, car cela rend fou. C'est en effet la thuyone dans l'absinthe qui lui a valu cette mauvaise réputation. Bon, déjà, le concept de folie n'est certainement propre qu'à l'homme, mais il faut rester objectif. Déjà, entre mammifères, les toxicités ne sont pas les mêmes. Par exemple, le chocolat est très toxique pour les chiens. Alors que dire quand on change carrément d'ordre en comparant les effets sur l'homme à celui sur les insectes? Ce n'est pas comparable. Aussi, il faut se rendre compte que ces composés sont détériorés et transformés lors de la combustion. Enfumer avec de la tanaisie n'équivaut pas à leur asperger un purin de tanaisie par-dessus. Les quantités et composés sont différents. Bon, ceci dit, c'est peut-être pire. On va aussi vous dire qu'en fait, on n'en sait rien. On a entendu parler de la tanaisie pour l'enfumoir, et on a été séduit par l'idée car on peut la produire soi-même, et la fumée est peu irritante. On n'en fume pas à l'exagération, juste un peu de fumée à leur contact, c'est efficace, et on n'a pas l'impression d'avoir nui à nos colonies. Aujourd'hui, on mélange aussi la tanaisie avec des vieux bouquets de lavande de l'année précédente. Comment gérez-vous votre cheptel? Nous avons 10 colonies, et pour l'instant on ne cherche pas à s'agrandir. On ne fait donc pas de division, de multiplication, juste dans le cas d'une fièvre d'essaimage ou lors de la capture d'un essaim. En début ou fin de saison, on réunit éventuellement des colonies trop faibles. Les colonies en plus sont aussi là en principe pour pallier à des pertes hivernales qu'on n'a plus eu depuis quelques années. Touchons du bois. Quelle plante mellifère est la plus utile sur votre terrain d'après vous? Question difficile. Pour nous ou pour les abeilles? Pour les abeilles, on va en donner deux. Le saule-marceau, qui donne très tôt au printemps des rentrées importantes de miel et de nectar, et le lierre, qui donne assez tard dans la saison une dernière rentrée avant l'hiver. Cela dit, on vient récemment de lire un article sur les bienfaits du pollen de ronces, qui serait d'une grande utilité pour éviter les maladies. Et des ronces, on en a à foison par ici, ce qui du coup en ferait une des plantes les plus utiles. Et en plus, elles produisent des mûres par la suite. Puis sinon, pour nous, le robinier qui produit beaucoup et un miel qui ne cristallise pas rapidement. Mais c'est la roulette russe pour sa floraison. Que faites-vous face aux frelons asiatiques? Bien qu'il soit présent dans les Ardennes, on a la chance de ne pas être confronté à ce problème. Et on espère qu'il n'arrivera pas, ou pas trop vite, car c'est vraisemblable, tant sa progression semble difficile à endiguer. Ceci dit, ici, le frelon européen, qui lui aussi a été introduit d'Asie il y a très longtemps, est encore bien présent. Au moins, il n'y a pas sa place à prendre, ce qui peut aider. Si cela se produit, il faudra voir l'impact que cela a sur nos colonies pour voir s'il faut se lancer dans une lutte ou pas. Certaines races de poules les mettent volontiers à leur menu, et la combinaison poulailler-rucher semble être une piste de réflexion. Quel type d'abri et d'installation destinés aux animaux sauvages et auxiliaires avez-vous sur votre terrain? À part le mât à rapaces nocturnes et quelques nichoirs, on n'a pas vraiment d'installation. On peut se le permettre car notre environnement est déjà propice à la biodiversité et on a à disposition tout un tas de matières diverses. C'est sûr qu'en prairie sans haies ni rien, ce serait différent. On préfère donc favoriser un habitat naturel plutôt que de construire quelque chose. La biodiversité n'a pas attendu l'homme pour se trouver un abri, bien au contraire. Mais c'est aussi plus simple à mettre en œuvre. On ne construit rien de spécifique, mais on fait en sorte de favoriser les habitats avec l'état de branchage
les haies, les souches et arbres morts, les ronces, les friches, le maintien de la mégaphorbier, les parcelles à herbe haute, le paillage, etc. Ceci dit, on a plein de projets et idées, notamment en intégrant des abris au bâtiment. On vous montrera cela quand on s'y attaquera. Comment faites-vous pour filmer les animaux la nuit? On a une caméra nocturne, cela s'appelle une caméra de chasse. On peut la sangler à un tronc d'arbre ou autre. Il y a un détecteur de mouvement et un éclairage infrarouge, ce qui permet de capturer les images la nuit. Ce n'est pas un super modèle, mais suffisant pour voir ce qui se passe la nuit, et on a été surpris de voir tout cela, comme on l'a montré dans notre vidéo sur l'observation de la nature. Où en êtes-vous avec l'accueil d'autres animaux? Certains se sont rappelés qu'on a mentionné notre souhait, à terme, d'avoir des moutons, ânes et aussi un chien. C'est toujours le cas, mais pour nous, cela n'est pas dans l'immédiat. Avoir ces animaux est une responsabilité supplémentaire qu'on veut pouvoir assurer, et pour l'instant, avec la charge de travail qu'on a, ce n'est pas certain qu'on y arriverait. D'autant que cela nécessite aussi qu'on prépare un peu le terrain avec la création des abris, de clôtures, etc. Mais on y a déjà réfléchi, on sait plus ou moins les parcelles sur lesquelles ces animaux évolueraient, où on ferait les abris, etc. On a aussi pris nos renseignements sur leurs besoins et fonctionnement. Les animaux qu'on accueillerait sont souvent grégaires, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent être seuls, ils ont besoin de compagnie. Et la cohabitation entre les différentes espèces se passera bien. Avec les poules, on ne compte pas les mélanger, donc la question ne se pose pas. Enfin, à terme, si, avec quelques canards ou des oies, ce qui requiert le circuit d'eau et la mare. On n'a pas l'intention d'avoir d'autres équidés qu'un âne, ni d'autres gros animaux. Pour une vache, notre terrain est trop petit, et puis tout de suite, cela vient avec encore plus de contraintes législatives et sanitaires pour ce genre de bétail. On ne parle même pas du vélage, etc. si on voulait pouvoir la traire. On préfère des moutons plutôt que des chèvres pour une question de clôture plus simple et légère. Les poules sont-elles toujours effrayées de sortir? Non, ça va. À la sortie de l'hiver, elles ont retrouvé avec joie le chemin du parcours. On a accueilli des nouvelles pensionnaires et finalement on a tout de même tendu quelques fils à travers le parcours et depuis on n'a plus déploré d'attaques de buse. Avec le recul, changeriez-vous quelque chose à votre poulailler? Avez-vous des améliorations en tête? Oui, de fait, on trouve avec le recul que l'espace de vie intérieur pourrait être plus grand. Avec 6 poules et le coq, en hiver, quand la mangeoire et l'abreuvoir sont rentrés, c'est un peu serré. Les pondoirs et dortoirs sont par contre suffisants. Cela peut toujours se faire par la suite, il n'y a que du grillage à retirer et faire une extension. On a aussi pour idée de couvrir le bac à cendres, ou encore du côté extérieur du pondoir, mieux aménager des rangements pour le côté pratique, sinon on est vraiment très content de ce poulailler. Pensez-vous faire de la pisciculture? Oui, c'est notre idée, mais cela requiert d'abord la remise en état de l'étang et des installations hydrauliques. Feriez-vous de l'élevage pour consommer la viande? Non, on n'a pas l'intention de faire d'élevage spécifique pour la viande. En plus, l'abattage est réglementé et il y a beaucoup de contraintes. Et puis, on ne mange que très peu de viande. Mais c'est aussi oui à la question, car on le fait déjà. À savoir qu'on a déjà sacrifié une de nos poules à cette fin. On n'a pas nécessairement eu envie d'en parler, car on sait les avis binaires très tranchés qu'on rencontre sur Internet, et on n'a pas envie de débattre ou de se justifier. On a notre philosophie et façon de penser sur le sujet, et aucune intention de la poser à qui que ce soit, ni de se la faire imposer par quelqu'un d'autre. On met tout en œuvre pour respecter la vie de nos animaux, et de faire le sacrifice proprement, sans souffrance, tout en ayant une pensée pour l'animal à qui l'on ôte la vie. Et le chat, comment il s'appelle? Vous n'avez pas dit que vous n'en vouliez plus? C'était un mâle ou une femelle? C'est bien un chartreux. Ah, les chats et Internet. Effectivement, on avait dit qu'on ne voulait plus de chats. Et puis, la vie fait que ça s'est imposé à nous. Pour la petite histoire, par hasard, lorsqu'on faisait le tour du tracteur entreposé sous l'abri, on a surpris un chat arrêt qui avait mis bas là-dessous. Elle était très agressive et effrayée, ce qui est normal car elle veut défendre ses chatons encore assez jeunes. Et il ne faut pas longtemps après une telle rencontre pour qu'elle déplace ses chatons pensant que leur sécurité est compromise. Et effectivement, quelques heures plus tard, elle les a déplacés. Sauf que, elle en a oublié un, ou abandonné. On l'a encore laissé 24 heures, mais elle n'est jamais revenue. À vrai dire, le petit avait un peu d'huile sur le pelage, était-ce pour cela? On a donc décidé de le recueillir, et comme il était très jeune, on a dû s'en occuper comme d'un nourrisson, et tout s'est très bien passé. C'est un mâle, maintenant castré,
il a des antécédents chartreux effectivement, mais c'est un bâtard, on devine quelques rayures et colorations plus brunes sur son pelage. Pour son nom, c'est compliqué à expliquer car c'est une private joke qu'on vous épargne et au final il s'appelle Djoupi, Djoubi ou encore Djoup Djoup, c'est ce nom. On ne le voulait pas donc, mais on est très content de l'avoir avec nous et on l'aime beaucoup. Et voilà pour cette deuxième série de questions. La suite ce sera pour plus tard, un peu de patience. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. Portez-vous bien et à bientôt.